Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques majeurs, nous recevons, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de cet écho, M. Camus Bomisso. Il est administrateur indépendant et expert reconnu en gestion des risques et processus stratégiques. Alors que la Côte d'Ivoire vient d'annoncer un budget 2025 historique de 15 339,2 milliards de francs CFA, nous allons décrypter les enjeux de cette nouvelle orientation budgétaire. C'est avec un réel plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Merci. Plaisir partagé. Alors, on parle d'exercice budgétaire. D'abord, en quoi est-ce que c'est nécessaire pour un État? Ok, merci pour la question. Donc, moi, je vais commencer d'abord de façon un peu plus générale. C'est une entreprise pour pouvoir exercer, faire un budget. Donc, le budget, c'est un engagement sur lequel les parties prenantes se mettent d'accord pour mettre en face des ressources pour des dépenses qui vont permettre son fonctionnement. Donc c'est aussi valable à la fois pour un ménage, donc une famille, pour un couple. Pour un couple, voilà, il y a les dépenses de loyer, des dépenses d'investissement, des remboursements de crédit, des achats du quotidien. C'est ça. Donc on met en face les salaires, les charges, et après on essaie de faire en sorte que ça soit équilibré. Et c'est le même exercice qui se fait au niveau le plus important, au niveau des entreprises, et au niveau beaucoup plus important que sont les États, qui est la contrepartie économique la plus importante, en fait. Alors, c'est important mais de le faire parce que c'est un standard de gestion gouvernementale internationale. C'est un standard international. Et tous les pays le font. Et c'est un exercice qui vise un équilibre en deux dimensions. C'est-à-dire, est-ce que les recettes, la capacité à mobiliser de la ressource organique, donc notamment via les impôts, et qui est la source de revenus la plus importante d'un État, couvre sa capacité à pouvoir investir, à pouvoir réaliser les dépenses courantes ou les dépenses de fonctionnement ou les dépenses d'investissement pour les besoins de sa population. Et donc, c'est important. C'est important, c'est un exercice qui est encadré par les espaces économiques. Il y a des convergences internationales sur le niveau de déséquilibre et sur lesquels l'ensemble de la communauté financière ou l'ensemble de la communauté de bailleurs de fonds internationaux ont un regard assez objectif et assez critique souvent aussi sur la façon dont c'est fait. Alors, pour revenir au cas de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien juge opportun justement de voter un budget qui est égal à 15 339,2 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Vous, en tant qu'expert, quelle analyse vous faites de ce montant? Et est-ce que vous pensez que cette architecture répond aujourd'hui aux enjeux infrastructurels du pays? Très bien. Je pense que d'abord, avant de répondre à la question, il faut savoir qu'on est parti d'une situation de 13 700 milliards. C'était en 2023. En 2023 pour l'année 2024. Pour l'année 2024. Et celle sur laquelle les discussions sont en train de se finaliser portera sur 15 300 milliards pour l'année 2025. Et donc là, ce qui fait que ça génère un accroissement d'environ 11,8%. Alors, donc c'est un accroissement d'importance. 10%, c'est quelque chose de plutôt important. Mais tout ça, c'est à mettre en regard d'un contexte mondial, un peu comme vous l'annoncez en début de propos, un contexte mondial qui est assez volatile, où le coût de l'argent est devenu un peu plus important, où il y a de la volatilité sur le coût des matières premières. Voilà, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire, ça reste quand même un pays dont une partie de l'économie était assise en fait sur l'agriculture et dont la fixation des prix ne sont pas à nos mains. Il y a toute cette volatilité-là et qui font que les vérités de l'année passée ne sont pas forcément celles de cette année et encore moins celles de l'année prochaine parce que nous sommes dans un monde en perpétuel changement où la seule constance, c'est le changement. Alors vous êtes économiste de façon plus concrète aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À quoi fait-on face comme défi justement pour voter un budget qui tourne autour de 15 339,2 milliards? Alors, les défis, d'abord même, le budget, c'est un exercice annuel et c'est un processus. C'est un processus qui se déploie sur plusieurs temporalités. En gros, pour la Côte d'Ivoire, il commence mi-mars, fin mars, et il s'achève quelque part à la fin du mois de septembre et courant octobre, où toutes les discussions sont finalisées, et après ça passe en loi des finances, et promulgué par le président, et après mis en œuvre. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux parce que nous sommes dans un monde en transition démographique, parce qu'il y a des migrations de part et d'autre dans le monde, il y a des déplacements des populations.
la transition climatique et environnementale font qu'aujourd'hui, il y a un stress climatique qui pèse en fait sur notre capacité à générer de la ressource au travers de notre agriculture, par exemple. Et puis il y a les défis du numérique et les défis de cybercriminalité. Tout ça, ça appelle à des investissements un peu plus importants. Et donc la croissance des investissements appelle à une croissance des ressources en face pour les couvrir. Et donc ça, c'est l'une des justifications natives du fait que le budget augmente. Et c'est comme à la maison, plus vous avez d'enfants, plus vous avez des personnes à charge, vous devez mobiliser plus de ressources pour pouvoir couvrir leurs besoins. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de grandir, qui est en train de se développer. Qui est en train de grandir. Il y a plus d'Ivoiriens qu'il y a 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'on sommes autour... On se rapproche de près de 30 millions d'habitants. Voilà, autour de 28 ans, et ça devient important quand même. Et il faut rappeler que la moitié de la population a moins de 18 ans. Et donc, ça fait un défi. Et derrière ça, il faut scolariser plus d'enfants parce que les gens, la moitié de la population a moins de 18 ans, il faut les scolariser, il faut qu'ils aient la capacité de pouvoir se soigner. Tout ça, mais ça génère une croissance d'investissement plus importante. Alors, depuis le début du mois de décembre, on le constate, plusieurs ministres sont en train de se succéder devant les sénateurs à Yamoussoukro dans le but justement de présenter leur projet, dans le but de présenter leur budget, qui de plus en plus sont votés à l'unanimité. Ma question est de savoir d'où proviendront ces ressources justement pour mobiliser tous ces 15 339,2 milliards de francs CFA. Alors, très bonne question. Je vais tenter une réponse assez pragmatique. En gros, il y a 3 dimensions en fait dans la partie. Je disais tout à l'heure que le budget c'était un équilibre en 2 dimensions, recettes et dépenses. Dans la partie recettes, donc ressources, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il y a les recettes fiscales. D'accord. Première chose, qui en général il fait autour de la moitié. Du budget. Ouais. Du besoin. Donc, la capacité de l'État à collecter de l'impôt, donc les impôts, c'est une bonne moitié du budget. Et ensuite, il y a les dons internationaux, les bailleurs mettent des fonds et les grands pays qui nous aident, tout ça, c'est pris en compte. Et ce qui reste, ce sont le financement sur lequel on doit mettre à contribution le secteur financier régional ou local et le secteur financier international. Donc c'est un besoin de financement qui n'est pas couvert par notre capacité à mobiliser de l'argent avec nos ressources fiscales. Ce qui fait que ce gap-là, il faut aller le chercher sur les marchés. Ils vont le chercher sur les marchés, donc on s'endette. Donc en fait, pour parler simplement, le gouvernement s'endette auprès des marchés financiers ou du marché monétaire et derrière ça, ça génère un stock de dettes, ça vient s'ajouter au stock de dettes de l'année précédente, et donc on voit l'effet cumulé de la dette dans le temps. À propos de la dette, en ce qui concerne ce budget pour 2025, il prévoit 26% du budget, ça tourne autour de 4 121 milliards de francs CFA. Vous, en tant qu'expert, comment est-ce que vous évaluez cette somme d'argent ? Comment est-ce que vous évaluez la soutenabilité de cette charge dans le contexte actuel que vit la Côte d'Ivoire? Je vais commencer par répondre à votre question par le second volet. Alors, la trajectoire de la Côte d'Ivoire quand elle a réduit son déficit, qui était autour de 6% en 2022, 5% en 2023, 4% en 2024, et ce qui est disponible, c'est de chercher à viser le 3% qui est le critère de convergence le plus abouti. Donc, en fait, et ça, c'est le rendez-vous de 2025, ça. Ça doit être capable d'avoir un déficit de 3%. Je m'explique en fait sur ce point. Parce qu'en fait, la dette que vous prenez pour combler, pour que votre budget soit équilibré, doit être mis en regard avec le PIB. Le PIB qui est, pour faire simple, le produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la richesse créée par tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc en gros, on a autour de 55 000 milliards de francs CFA. Donc là, à 3% de déficit de 55 000 milliards, on est autour de 4,5, de 4 500 milliards. Ça rejoint le chiffre que vous venez de dire. Donc en fait, il y a une trajectoire vertueuse qui est en train de se mettre en place parce que le déficit, il baisse. D'accord. Donc il ne faut pas seulement regarder la mise en place du budget et son augmentation, mais c'est de voir sur le déficit
est contenu à une trajectoire vertueuse. Et en Et ça général, répond à la question de la soutenabilité, parce que c'est ce que le marché financier et les autres parties prenantes de la dette regardent en fait. C'est l'un des critères que les gens regardent le plus en fait. Alors, et justement, le remboursement de cette dette-là pourrait s'étaler sur combien de temps? Pour ce que je sais, au niveau international, il y a des financements journaliers, mensuels, annuels. D'accord. Et il y a des financements qui sont coincés entre 1 et 3 ans, 3 et 5 ans et 10 ans. La plupart des pays se financent autour de ça, de cette plage de temporalité là, en gros. C'est-à-dire, en gros, il y a des financements qui vont jusqu'à 10 ans, en général. Pour faire simple, un pays comme les États-Unis aujourd'hui paye 4,26% par an sur son stock de dette. Okay. Les intérêts que les Américains payent. Et l'effet de ces intérêts que les Américains payent sur les dettes, c'est l'équivalent du budget de l'armée américaine du Pentagone. Okay. Donc là, c'est quelque chose qui vit entre 900 et 1000 milliards de dollars. Donc en gros, c'est de regarder d'abord le budget et de voir comment la trajectoire... Parce que c'est un exercice qui est contraint. Il est contraint et parce qu'on ne peut pas faire un budget sans tenir compte de ces bornes-là. Donc en fait, il y a un bornage, en effet, voilà, qui fait que le budget doit vivre à l'intérieur de ces seuils-là. Et pour que, mise en regard avec la richesse sur le crédit. Alors le budget, il est voté, mais il y a des objectifs macroéconomiques. Le gouvernement ivoirien, on le sait, vise de façon simultanée une croissance de 6,3%, mais également une inflation à 3,7% et un déficit à 3% de PIB. Quel est votre regard sur cette vision? Alors, moi je pense qu'il y a quelque chose encore qui manque pour répondre de façon plus exhaustive à votre question. C'est la croissance démographique. D'accord. En fait, c'est simple. Je m'explique. Quelqu'un qui a un salaire de 1 million de francs CFA ou 500 000 francs CFA, qui a 2 enfants, qui a une femme, qui a peut-être autant. Donc, monsieur et madame gagnent 1 million, ils ont 2 enfants. Vous voyez? On suppose que personne ne vient les solliciter. La capacité de ce ménage-là à vivre n'est pas la même que quelqu'un, monsieur et madame, qui ramène 1 500 000 francs et qui en a 5 enfants. En effet. Et donc, la croissance démographique, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'il y a la croissance économique, il y a la croissance démographique. Et à l'intérieur de laquelle on doit mettre en regard l'inflation. Donc, c'est comme quand votre salaire augmente de 10% et que tout sur le marché augmente de 5%, c'est comme si en réalité votre salaire va augmenter de 5%. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce n'est pas cohérent de visionner ça comme ça? Non, je dis que c'est pas une affaire de cohérence, c'est une affaire d'exhaustivité des dimensions pour une analyse beaucoup plus pertinente. C'est-à-dire, il faut mettre en regard le taux de croissance démographique, l'inflation qui n'est autre que la baisse de la valeur de la monnaie. L'inflation, c'est la baisse de la valeur du pouvoir d'achat. Ça veut dire, en gros, si vous partez acheter un sac de riz à 10 000 francs CFA ou à 5 000 francs CFA, et que le sac de riz passe à 6 000 francs CFA, le sac de riz, c'est la même quantité de grains de riz qui sont à l'intérieur du sac de riz, mais sauf qu'il vous faut plus d'argent pour avoir ce même sac de riz. Donc, c'est votre pouvoir d'achat qui a baissé parce qu'il a été rogné par l'inflation. Et donc, pour moi, c'est un équilibre en 4 dimensions. Le taux de croissance économique, l'inflation. Et puis, le plus important aussi, c'est de voir la structure de la population, en fait. Comment elle croît, comment elle se répartit à l'intérieur des âges. Je disais en début de propos que la moitié des événements ont moins de 18 ans. Quand vous avez des enfants qui ont moins de 18 ans, en France, c'est 43, 44 ans. Donc la planification de votre stratégie de développement n'est pas la même qu'un pays qui a des gens beaucoup plus avancés, mais dans l'âge. Donc, pour moi, c'est un équilibre multidimensionnel et qu'il ne faut pas analyser de façon séparée les indicateurs. Il faut les articuler. Et donc, moi, je pense qu'il y a les critères de convergence qui sont là, les 3%. Et c'est là où les efforts sont en train d'être faits pour pouvoir rentrer en dessous de ces 3%. Alors, le taux de pression fiscale, il est plébiscité à 15,4% du PIB ivoirien. Vous êtes expert en la matière. C'est quoi les réformes fiscales justement prioritaires que vous recommanderez pour atteindre cet objectif tout en préservant bien entendu la compétitivité des entreprises sur le sol ivoirien?
justement, c'est une question englobante. Hein. Je pense qu'il faut élargir l'assiette. D'accord, l'assiette fiscale. Il faut élargir l'assiette fiscale pour faire simple. Il faut plus de contributeurs à l'impôt. Pas, pas sur le même niveau, mais de façon beaucoup plus large. Et ça appelle une question beaucoup plus en amont. C'est de faire transiter notre économie vers une économie qui permet de capter plus d'impôts. Parce que quand vous captez les impôts, c'est comme on le dit, l'impôt c'est l'aumône de divinité. D'accord. Et généralement, quand dans les pays, c'est observé, où l'impôt est le plus prélevé, l'impôt sur le salaire, l'impôt sur les charges sociales, sont en général des pays qui protègent plus parce que les frais de santé peuvent être couverts par une assurance, tout ça, et c'est tout ça qu'il faut mettre en place en fait. Donc, ce que je recommanderais, c'est d'augmenter l'assiette fiscale. Et pour augmenter l'assiette fiscale, il faut rendre la plupart des Ivoiriens beaucoup plus productifs. Et ça, plus en amont, c'est travailler sur le niveau général de l'éducation et la productivité. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être facile dans un pays où le secteur informel va grandissant? Mais ça peut se résoudre, parce que j'emploie le mot transition, ça ne peut pas se résoudre en une année, deux ans. C'est un processus. D'accord. Donc en gros... Il faut déjà l'entamer. Absolument. Je pense que c'est déjà entamé, mais après, maintenant, c'est d'articuler les choses avec la croissance de la population qui est en face. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assiette fiscale, elle doit être optimisée. Mais avant ça, il faut sanctuariser des budgets, comme justement, on parle du processus budgétaire, comme l'éducation et la santé, parce que ces deux éléments sont importants pour permettre aux gens d'être bien formés, de répondre aux besoins de demain, de rendre les entreprises plus compétitives, de sorte que l'attractivité du pays soit beaucoup plus importante, parce que quand les gens viennent pour investir... Pour attirer de plus en plus d'investissements. Absolument. Alors nous allons revenir très rapidement sur le sujet, parce qu'il est temps pour nous de passer à la pause. Mesdames et messieurs, on vous rejoint tout de suite.